Bonjour, vous écoutez Gainsbourg Icône, un podcast de la rédaction de Vanity Fair. Dans ce nouvel épisode, nous allons vous parler de la musique de Serge Gainsbourg à partir d'un album, l'histoire de Melody Nelson, et surtout de sa façon de raconter les femmes et ses histoires d'amour. Nous sommes avec Christophe Comte et Philippe Azouri. Bonjour Christophe, bonjour Philippe. Bonjour. Philippe, peut-être pour commencer, vous vous êtes intéressé dans un papier que vous pouvez lire dans le numéro de février de Vanity Fair, vous êtes intéressé à son rapport aux femmes et comment il les a racontées à travers ses chansons. Un rapport qui n'est peut-être pas si connu que ça. Ce rapport était surtout pas du tout gagné pour, on va dire, pour les gens de ma génération, enfin les gens qui sont aujourd'hui dans la quarantaine, qui ont grandi dans les années 80, qui sont des enfants de la télévision et qui ont d'abord connu un Gainsbourg qui était assez misogyne. On l'a vu sur des plateaux chez Denisot, chez De Chavannes ou ailleurs, insulter Whitney Houston, Catherine Ringer, des mannequins, avec des phrases qui étaient, qui aujourd'hui ne passeraient plus, à tort ou à raison, mais en tout cas souvent quand même à raison, parce qu'elle présentait un personnage qui était assez, moi qui adolescent, m'excitait pas beaucoup, un peu vieux dégueulasse à la réserve. Un adjectif qu'il aimait beaucoup, dégueu. Il disait beaucoup ça dans les années 80. Il incarnait ça. Étrangement, c'est les femmes, souvent, et les filles, enfin, en tout cas, qui souvent nous disaient, mais Gainsbourg, c'est génial. Et on se demandait comment, nous, garçons, enfin, on était un peu effrayés par ce personnage-là, et comment les filles avaient perçu que sous cette croûte de misogynie un peu cracra, il se trouvait quelqu'un qui les comprenait absolument, qui arrivait à les sonder, et qui les avait racontés mieux que quiconque, ou les avait peints, d'une certaine manière, parce que je pense qu'il y a encore dans le Gainsbourg musicien, des restes du peintre face, pas simplement à son modèle, mais face aussi à la chair, à ce qu'on peut peindre de mieux. Il y a un côté pasquin. Enfin, je pense que Johannes Farr a toujours, pour moi, ça a toujours été ma théorie, c'est que le film sur le Gainsbourg de Johannes Farr, Farr l'a essayé une première fois sans s'attaquer au monument Gainsbourg, en dessinant Pasquin, le peintre Pasquin. C'est-à-dire un homme à femme, un homme à prostituée aussi. On sait à peu près que les premières années de la vie sexuelle de Gainsbourg, c'est quelqu'un qui n'aime pas son physique pas particulièrement amoureux de lui-même, qui trouve réconfort chez les prostituées et qui trouve aussi une écoute et une passion pour les sens, quasiment un monde poétique. Les premiers albums de Gainsbourg, ceux qui sont la période Goraguer, la période on pourrait dire Boris Vian, de Gainsbourg, montre un rapport à la femme qui est, parfois, il y a de la revanche de classe, il y a de la revanche physique surtout. Il y a une volonté d'être aimé, il y a presque du chantage, la pochette de son deuxième album où il y a à la fois, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde, il y a des roses et sous les roses, il y a un revolver. On sent qu'il peut tout à coup menacer de se suicider ou de tirer dessus. Il y a une incompréhension avouée, mais semi-rigolote, qui est les femmes, c'est du chinois. Il y a des provocations. Mais il y a encore une posture. Moi, je trouve qu'il y a un morceau qui s'appelle Chez Maxime, Maxime, tout simplement, où il rentre chez Maxime, donc dans la boîte de nuit la plus huppée de l'époque, au bras d'une femme du monde, et on sent que par les femmes, il y arrive. Mais au-delà de ça, il y a à chaque fois 1, 2 morceaux, 3 morceaux, où on comprend qu'il il considère que les femmes sont les égales des hommes, ne serait-ce que parce qu'elles trompent les hommes autant que les hommes trompent les femmes. Il y a sur ce pied-là, en tout cas, une sorte d'égalité. Et que surtout, il apprend auprès des femmes à se connaître lui. Et ça, c'est assez unique dans la chanson française de cette époque-là, où la femme est ou une muse poétique, ou bobonne à la maison. Enfin, en tout cas, pas du tout. Ou une jeune fille, un peu fleur bleue. Lui prend vraiment la chose dans l'intimité. Il les peint depuis la chambre. Le renversement s'opère un peu plus tard. Il s'opère au milieu des années 60, avec là, par une écriture qui est réellement celle de la sexualité. Et Melody Nelson, quand il surgit, la date, c'est Christophe, c'est 71. C'est 71, ça j'allais dire fin 70. Je tous les 50 ans de cet album. C'est l'album qui se situe dans un bordel, avec une jeune fille qui a 15 ans, je crois, c'est ça. C'est-à-dire que là, il balaye tout ce qu'il avait déjà fait avec son premier album avec Jane Birkin, ce qu'il avait réussi à faire avec Bardot, mais qui n'était pas sorti puisque Bardot, sous pression de son compagnon, s'y était opposé. Il le donne à lire et à entendre dans un album qui est un chef-d'œuvre et qui est une pièce constituée, qui est un album dont on a du mal à diviser les morceaux. C'est une longue nuit finalement avec Melody. Christophe, comment est née cette histoire de Melody Nelson ? Alors, il y a eu plusieurs étapes de Melody Nelson, sachant que Gainsbourg a eu ce fantasme nabokovien de la Lolita. Alors, ce qui est très étrange, c'est que dans les années 50, quand il était absolument pas connu, quand les premières chansons qu'il a écrites n'ont même pas été déposées,
Il y en a une d'entre elles en 54 qui s'appelle Lolita, alors que Lolita de Nabokov n'est même pas paru. Et il y a quelque chose, une transmission bizarre là-dedans. Mais il a toujours, parce que à l'époque, c'est quand même le tabou ultime, la relation avec les adolescents, avec les adolescentes en l'occurrence. Donc, il y a quelque chose de sulfureux qui l'intéresse là-dedans. Et musicalement, il y a aussi, dans cette époque qui est donc la jonction entre les années 60, Gainsbourg, à partir de 65, du succès de Poupée de cire, Poupée de son, va essentiellement écrire des singles pour lui-même, pour Birkin, pour tout le monde, mais il va rester sur ce format pop des années 60. Il va très souvent d'ailleurs les enregistrer à Londres. C'est 3-4 minutes. Mais c'est un format, dans la musique en général, qui commence à s'essouffler avec la fin des années 60. Et Gainsbourg, en parallèle donc à son travail de faiseur de tubes, a écrit beaucoup de musique de film, à la fois d'abord avec Michel Colombier, qui est l'arrangeur, qui arrange certains de ses morceaux, et puis ensuite, de manière beaucoup plus sérieuse, avec Jean-Claude Vannier, qui lui est un arrangeur assez différent des arrangeurs de l'époque, c'est-à-dire qu'il y a une grande culture classique, et qui en plus de ça n'est pas quelqu'un qui aime tellement se frotter à la mode. Enfin, il a quelque chose qui le dégoûte dans tout ça, dans le côté salut les copains, les yéyés, tout ça. Il en a fait, mais lui, il va travailler avec Brigitte Fontaine, il va travailler avec Barbara, avec des gens comme ça. Et à chaque fois, quand Jean-Claude Vannier prend les choses en main, ça devient assez grandiose, quoi. Il y a quelque chose d'assez magistral. Et je pense qu'il a convaincu Gainsbourg. Je ne sais pas comment ça s'est fait, mais en tout cas, qu'il fallait passer à quelque chose de plus consistant pour lui-même, pour sa carrière. Parce qu'au début des années 70, il avait continué à faire ce qu'il faisait à la fin des années 60, probablement qu'il serait devenu ringard. Ou en tout cas, à cette époque-là, tous les chanteurs qui ont déjà un certain âge, parce que là, pour le coup, il est quand même assez âgé, ont intérêt à basculer vers quelque chose de plus sérieux. Et donc, du coup, on est, les Beatles ont fait Abbey Road, il y a eu des albums de Pink Floyd, il y a eu des choses comme ça qui commencent à constituer des œuvres qu'on écoute, des concept albums, c'est un mot à la mode. Et donc, Gainsbourg, qui est un littéraire, va écrire cette chanson qui est donc un long récit. Alors, il y a eu une première tentative, mais qui est complètement... au départ, il y a eu un petit truc qui n'est d'ailleurs jamais sorti, s'appelait Marie Mathématique, qui était une sorte de petit truc pour la télé, où il y avait des morceaux comme ça, thématiques, autour d'un personnage. Et Melody Nelson, au départ, c'était... pas du tout la grande œuvre qu'on a à l'arrivée. C'était quelque chose d'assez léger. C'était inspiré un peu par il y avait une chanson qui s'appelait Mélodie Libabar. Enfin, c'était un peu Martine à la plage, quoi. C'était des petites scénettes avec un personnage. Voilà. Et puis, petit à petit, probablement dans ses conversations avec Jean-Claude Vannier, ils se sont rendus compte il fallait épurger tout ça du côté anecdotique et en faire l'œuvre qu'on connaît et qui forcément devient, qui n'a pas été un succès du tout à l'époque, ça a même été un bide monstrueux pour lui, pour son ego, pour son label, pour tout ça. C'était un accident industriel. Je crois qu'il en a vendu 20 000, ce qui était ridicule par rapport aux chiffres de vente normaux. Et en revanche, je pense que très vite, il a conscience avec ce disque-là d'avoir un petit peu recollé avec ce qui était son ambition de départ. C'était quand même d'être un chanteur, en tout cas un musicien, un peu plus consistant qu'un faiseur de tubes. Il y a quelque chose d'assez paradoxal chez lui, c'est qu'il a voulu absolument de ce succès populaire via des chanteuses un peu écervelées, genre France Gall et tout ça, mais en même temps, il veut laisser une trace. Et il sait que Melody Nelson, qui a un coup de génie, parce que quand on l'écoute aujourd'hui, on se demande mais comment il en est arrivé là, probablement vraiment grâce à Vannier et grâce aux premières musiques de films qu'ils ont fait ensemble, donc qui l'ont habitué à faire des choses un peu symphoniques comme ça, et donc il arrive à faire ce disque qui est à la fois un ovni dans le paysage français et qui, probablement, il le sait, va être une œuvre qui va rester. Et ça l'obsède aussi, de faire des choses qui restent. C'est ce qu'il dit dès la sortie du disque, je crois d'ailleurs, où il dit ça y est, il se passe quelque chose. Effectivement, quand il en discutait avec Vannier, bien avant le disque, il dit je veux plus faire de 45 tours, j'ai une histoire à raconter et elle est un peu trop longue pour un single. Et il met cette histoire sur des morceaux que Vannier enregistre d'ailleurs
seul, je crois, à Londres. Et ensuite, Gainsbourg arrive et... c'est ce que je me demandais justement, Joseph, si est-ce que l'enregistrement a pris des semaines, des mois? C'est-à-dire que le disque s'écoute avec une impression d'immédiateté, de naturel, tout a l'air extraordinairement à sa place, il n'y a pas un mot, une inflexion de voix, un arrangement qui soit pas exactement au bon endroit. Après, on se dit, mais on a l'impression qu'ils ont aussi pu enregistrer ça en 3 ou 4 nuits, de la même manière, je sais pas, que Miles Davis a enregistré Kind of Blue en 2 ou 3 jours. Ou alors, ça a pris des mois. Je sais pas du tout. C'est une question que je me posais. Si je me souviens bien, il y a des sessions qui ont lieu à Londres en 1970, quelques jours, 3-4 jours, là où Vannier enregistre, je crois, beaucoup de choses, l'essentiel. Et ensuite, il y a des sessions à Paris, quelques jours de sessions à Paris au début de 1971, et le disque sort dans la foulée en avril 1971, je crois. Je crois que ça n'a pas pris tant de temps que ça, parce que déjà à l'époque, les albums se faisaient assez vite, à part certains qui restaient des mois en studio, mais c'était pas la norme. Et en plus, il y a eu pendant très longtemps, une espèce de autour de Melody Nelson de mystère, parce qu'il n'y avait aucun musicien crédité sur la pochette. Enfin, c'était très mystérieux. Et puis petit à petit, des gens qui ont fait des enquêtes ont retrouvé les musiciens. Il y en a beaucoup à Londres, effectivement, et ont vu que c'était quand même une œuvre qui avait été préparée, dans le sens où je pense que quelqu'un comme Vannier, c'est pas quelqu'un qui arrivait en studio et il arrivait avec tout écrit. C'est un mec qui écrivait des partitions. Voilà. Et donc du coup, ça a dû se dérouler assez rapidement, mais malgré tout, mais avec l'émulation aussi qui était l'époque. C'est-à-dire que si on regarde la production de Gainsbourg à ce moment-là, elle est pléthorique. Il produit tout le temps. Donc, il y a pas d'angoisse de la page blanche. Vannier produit aussi à ce moment-là beaucoup. Mais on se dit que le disque s'écrit avant, très, très arrangé. Il s'enregistre manifestement très, très vite. Il est suivi ensuite de cet ovni aussi visuel qui est le film vidéo d'Averti, qui est expérimental et qui couvre tout le disque. Tout le disque, oui. Chaque chanson. Un projet comme ça aujourd'hui dans une maison de disques, c'est 3 ans. Ouais. Plus l'appendice de ça, c'est l'album de Vannier, L'Enfant Assassin des Mouches, qui est enregistré quasiment dans la foulée et qui est une œuvre finalement chorale, voilà, et avec Gainsbourg qui écrit des notes de pochette, qui écrit un conte autour de cette œuvre instrumentale de Vannier. Donc ils sont quand même tous les deux dans une rapidité d'exécution, aussi dans une inspiration qui est dingue, parce qu'ils ont quand même fait des BO qui sont magnifiques. Enfin, depuis la fin des années 60 jusqu'au début des années 70, ils sont dans un état de grâce qui est quand même hallucinant. On sait qu'en plus, Vannier, à côté de ça, produit d'autres choses, quoi. Il orchestre, mais probablement que, voilà, il y a quelque chose toujours d'assez étrange dans le rapport de Gainsbourg à ses arrangeurs. C'est que je pense que c'était pas des amis. C'est-à-dire qu'il est jamais ami avec eux. Et Vannier, de toute façon, est quelqu'un avec qui on peut difficilement être ami. Il y a plein d'anecdotes autour de Gainsbourg et Vannier où on sent que Vannier, quand il raconte les histoires avec Gainsbourg, je crois qu'ils se vouvoyaient. Enfin, il y avait un truc qui était et d'une certaine manière, il y a un grand respect entre eux, mais qui est pas celui de gens qui vont travailler ensemble puis qui après vont aller boire des coups. Il y a quelque chose d'assez sérieux dans leur rapport. Et du coup, ça les oblige finalement. Il y a une sorte aussi d'émulation entre eux. Vannier est un grand musicien. Je pense que Gainsbourg a envie aussi de l'épater. Il a envie aussi, je pense que c'est assez normal à l'époque, vu la qualité de la musique, il a envie aussi que le texte soit à la hauteur de ça. Donc, on peut dire qu'ils sont tous les deux dans une espèce concurrence merveilleuse. Voilà. Et ce qui fait que ce disque est si génial aujourd'hui, quand on le réécoute, on a l'impression que ça reste une œuvre majeure. Parce qu'il y a tout ça qui se mélange. En plus, Gainsbourg est quand même, après l'avoir prise un peu pour une Lolita, il est quand même fou amoureux de Jane Birkin, qui est sur la pochette, qui est enceinte sur la pochette. Même si elle a l'air d'une Lolita, elle porte Charlotte dans son ventre. C'est pour ça qu'elle a un petit singe qui cache son ventre. Et il a envie de l'épater aussi. Il a envie de lui montrer qu'il n'est pas juste un petit faiseur de tubes. Il a envie de lui montrer qu'il est un grand artiste. Faut pas oublier quand même la jalousie de Gainsbourg vis-à-vis de John Barry, qui était quand même très très forte. Les premiers temps, quand Gainsbourg et Jane Birkin allaient chercher Kate Barry chez John Barry, Gainsbourg, quand il repartait, était furax, parce qu'il voyait John Barry, qui était un type
extraordinairement connu mondialement, qui faisait des musiques de films que tout le monde adorait. Et quand il était vraiment très en colère, il se mettait au piano et il faisait le thème de James Bond comme ça. Et ça énervait beaucoup Gainsbourg de voir que John Barry avait, alors que Birkin n'en avait rien à foutre de John Barry. Elle était bien contente d'avoir quitté John Barry. Mais Gainsbourg avait cette frustration. Je pense que tout ça mêlé. C'est une blessure, c'est une blessure d'amour propre dont on a déjà parlé. Exactement. C'est-à-dire y compris quand il est dans le bon rôle. C'est ça qui est intéressant chez lui. C'est que même quand c'est lui, disons, pour le ça coup, ne le console pas. Ça ne le console pas. Il a besoin toujours, probablement, il reste, il n'est pas si sûr de lui, quoi. On a l'impression, parce que plus tard, on voit un personnage, effectivement, que tu décrivais tout à l'heure, qui est très, effectivement, très sûr de lui, très arrogant. Mais en fait, pendant très longtemps, je pense qu'il a vécu sur cette peur d'être une sorte de type pas vraiment à sa place ou d'imposteur. Il faudrait se souvenir d'une chose. C'est toi-même, Christophe, l'an dernier, lorsqu'on avait travaillé sur un précédent hors-série qui était sur Catherine Deneuve. Tu avais ressorti une lettre qu'elle avait, il s'était à nouveau montré odieux avec elle dans un entrefilet qui était un report de soirée qu'il aurait dit, Deneuve et d'occasion, quelque chose comme ça, et elle avait fait paraître, elle lui avait envoyé une lettre, Catherine Deneuve a envoyé à Gainsbourg une lettre qui se terminait quand même par ces mots qui sont incroyables. Je vous sais inconsolable, de choses qui ont fini de m'intéresser, ou qui ont cessé de m'intéresser. Et c'est le inconsolable, en fait, qui est fascinant. C'est vrai que même dans les années 80, même adulé, personnage constitué, respecté, il est inconsolable des femmes qui l'ont quitté. Voilà, il est inconsolable. À l'époque, l'inconsolable, en l'occurrence, c'était de sa séparation avec Jane Birkin. C'est ça dont faisait allusion Catherine Deneuve dans le télégramme cinglant qu'elle lui a envoyé. Mais c'est vrai qu'il y a ça chez Gainsbourg. Récemment, Jane Birkin répétait encore que pendant toutes les années qui ont été entre leur séparation en 81 et la mort de Gainsbourg en 91, c'est-à-dire 10 ans, Gainsbourg lui interdisait de chanter des chansons d'autres auteurs-compositeurs. Il avait ce truc-là de vouloir être le seul et d'avoir il était jaloux de Jacques Doyon. Il y a chez lui quelque chose dans son rapport aux femmes qui est pétri de contradictions, mais qui peut presque aussi s'expliquer dans la façon dont, quand on lit les textes, quand même les textes des chansons, là où il se cache le moins, c'est qu'il est à la fois totalement polygame, incapable de monogamie, plutôt coureur, mais qu'il pense offrir, en tout cas il estime offrir à chaque femme des moments d'intimité ou même d'exclusivité dans l'intimité. Et c'est pas le chiffre, c'est pas le nombre, c'est pas du donjuanisme. C'est un appétit de connaître la femme, ou de connaître les femmes, ou de se connaître à travers les femmes, qui fait qu'il crée des lieux d'intimité, dont même les chansons sont aussi quand il offre une chanson, on disait précédemment, quand il offre une chanson à certaines femmes, on sent que là d'un coup il fait gaffe. Il écrit, c'est-à-dire qu'il invente un dispositif d'exclusivité, d'intimité totale, qu'il ne veut pas voir, qu'il ne veut pas partager. Il lui est impensable. Alors, c'est effectivement, c'est une forme de misogynie larvée, ce qu'on veut, mais parfois peut-être moins dangereuse en tout cas, certaines formes plus rapaces, mais on pense qu'effectivement, sa jalousie incompréhensible au vu de ce qu'était sa vie réelle, elle est de vouloir qu'on lui reconnaisse cette part d'exclusivité qu'il offrait à certaines femmes, à plusieurs femmes à la fois. Melody Nelson, c'est aussi sans doute un album sur l'impossibilité de ces histoires-là, et la façon de la raconter, aussi la façon de vivre avec la douleur de l'impossibilité, et voir jusqu'où on peut la mener. Cargo Cult, c'est aussi ça, c'est aussi l'effondrement de tout ce qui est construit avant, qui est aussi dans la douleur, la recherche et l'impossibilité d'arriver à trouver. Est-ce que finalement, est-ce qu'après Melody Nelson, qui est aussi un album très concis, c'est un album qui dure moins d'une demi-heure, même musicalement, les arrangements sont beaucoup dans une forme de répétition, c'est-à-dire ça ne va jamais, ça ne déborde jamais, ça reste très serré. Les arrangements avec quelque chose d'oriental, très serré, oui. On est quand même dans orientalisante et arabisante dans les violons. On est même dans un truc très répétitif, c'est extrêmement tenu. Et est-ce qu'après ça, finalement, Christophe, est-ce qu'il va arriver à faire un autre grand disque comme celui-là? On pense à L'homme à la tête de chou, etc. Mais est-ce que... il a essayé, en tout cas. C'est vrai que L'homme à tête de chou est probablement l'autre
concept album, roman musical qu'a tenté Gainsbourg, alors avec une couleur musicale un peu différente, peut-être moins impressionnante d'emblée, même si le texte est extraordinaire et extrêmement fort, très bien écrit. Peut-être qu'effectivement, la musique, alors elle est plus datée, quoi. Disons que c'est vraiment la fin des années 70, il y a un peu de reggae, mais joué par des Anglais, donc pas forcément du reggae. Il y a du synthé, un synthé assez intéressant en plus, plutôt du Moog, des choses comme ça. Mais peut-être que le disque a moins survécu, disons, parce que quand on l'écoute aujourd'hui, il sonne quand même comme un disque de la fin des années 70. Alors que Melody Nelson, finalement, sonne comme une œuvre classique, quoi. Donc, du coup, on ne sait plus très bien de quelle époque il s'agit. Donc, oui, il a essayé de faire ça. Je pense que probablement qu'il avait compris aussi que... Enfin, il a subi un échec commercial avec Melody Nelson, et je pense que généralement, Gainsbourg, quand il subissait un échec commercial, il devait considérer qu'il avait raté son truc. Et donc, du coup, après, il a fait aussi des disques, voilà, vu de l'extérieur, pas un très, très bon disque, même s'il y a une chanson géniale qui est je suis venu te dire que je m'en vais, mais c'est un disque qui est quand même assez médiocre. C'est un disque quand même très caca-pipi. Voilà, qui est vraiment pas terrible. Il y a un versant. C'est ça, il y a ce versant-là aussi. Voilà, il y a, bon, Rocker and the Banker, c'est un disque qui est important pour lui, historiquement, etc. Mais musicalement, c'est quand même pas non plus un disque très... Enfin, qu'on écoute avec plaisir. Et du coup, je pense qu'effectivement, son autre concept, ça sera d'aller en Jamaïque et de faire aux armes, etc. Mais il a peut-être pas gardé l'envie non plus. Puis je pense que l'époque s'y prêtait pas forcément. Il a pas énormément fait d'albums dans les années 70, qui était peut-être l'époque où il aurait pu continuer à produire comme ça beaucoup de choses. Mais voilà, son autre concept, c'est Gainsbourg, en fait. Voilà. Après, c'est plus un disque, mais un personnage. Mais après, oui, le concept, je pense que c'est lui-même, quoi. C'est-à-dire que, après, dans l'idée de la frustration non aboutie d'un amour interdit dont tu parlais, il y a quand même les Lemon Incest. Qui là, il rajoute un tabou au tabou. C'est non seulement la Lolita, mais en plus, c'est sa fille. Il y a un moment, une espèce d'échange comme ça. Je me souviens qu'à l'époque, les gens hurlaient un peu. Parce c'était un disque qui faisait scandale. Ça fascinait, ça gênait. Voilà, en plus, les clips qu'il faisait avec Charles Gainsbourg à l'époque étaient, quand on les voyait, ça mettait mal à l'aise, quoi. Le père et sa fille, en plus, lui, avec son physique quand même un peu de Bukowskien, là, il y avait quand même un truc qui était, pour les années... de transmettre. Voilà, pour les années 80, enfin, ça paraît dingue quand on voit ça aujourd'hui. C'est hallucinant à quel point il allait loin. Même si la chanson Les Monites dit l'amour que nous ne ferons jamais ensemble, c'est explicite. Mais le fait même d'y penser, exprimer le tabou, voilà, c'est déjà. Voilà, même pour les années 80, qui ont été des années d'expérimentation et notamment médiatique. On parlait du personnage télé. Les gens étaient à la fois ravis qu'il se passe quelque chose. La télé sous Giscard était tellement ennuyeuse, chiante, ce qu'on veut. Ils avaient l'impression, le personnage Gainsbourg leur fournissait une excitation, en même temps quelque chose une limite, enfin un plafond de verre à ne pas franchir, que lui franchissait ou ne franchissait pas, enfin jouer avec. Il y avait avec le personnage Gainsbourg, enfin oui, quelque chose qui a englobé l'époque, qui l'a dépassé ou qui la rend étrange, encore d'autant plus étrange aujourd'hui, enfin vu depuis 2020-2021. Ça paraît même hallucinant de se penser qu'à un moment les choses pouvaient se passer comme ça, c'est-à-dire que la télévision, dans des grandes émissions populaires, où on chantait une chanson sur avec une gamine qui est sa propre gamine montrée. Parfois il y avait des attouchements. Enfin, c'était assez dingue. Et en même temps, ce personnage-là de Gainsbourg va être très populaire, au fond. Oui. C'est un personnage de télé. C'est un personnage fabriqué à la télé, fabriqué par lui-même, par dégoût, finalement, de lui-même. Hein. Il y a un truc assez... profondément. Ouais, donc du coup, il joue le jeu à fond. Moi, je me souviens très bien dans les années... Quand on a commencé à revoir Gainsbourg, parce que pendant très longtemps, c'était quand même un chanteur un peu
enfin qui ne passait pas à la télé, etc., sauf dans les émissions de Carpentier, mais il était habillé, il faisait des duos avec Dutronc et tout ça, c'était pas... Mais surtout à la fin des années 70, quand il a commencé à redevenir très populaire, quand il a recommencé à faire de la scène et qu'on l'a revu beaucoup à la télé, c'était quelqu'un qui faisait peur aux gens. Enfin, les gens disaient il est sale, quoi. On se souvient le fameux engueulot entre Catherine Ringer et lui, où elle dit vous me traitez de pute, puisqu'il la traite littéralement de pute parce qu'elle a fait du porno et qu'elle l'assume en plus qu'elle fait du porno. Mais vous, quand on voyait à la télé, mes parents disaient il est sale, les preneurs de son disent il est dégueulasse, il pue, on comprend rien quand il parle, etc. Moi, je pense que c'est assez intéressant ce que dit Catherine Ringer à l'époque, puisqu'elle lui balance vraiment à la figure tout ce que tout le monde pense de lui depuis très longtemps. Et d'ailleurs, il a une attitude finalement qui est assez fair-play parce qu'il l'insulte, mais il voit très bien qu'elle a raison. Et il y a quelque chose dans son regard. Parce qu'elle lui résiste et qu'il se met à la respecter au moment même où elle lui résiste. Exactement. Et ça, c'est un truc qui finalement dit beaucoup de choses de son rapport aux femmes, dont tu parlais tout à l'heure depuis le début. C'est que je pense qu'il n'a pas de rapport de domination, mais au contraire, d'emblée, il considère que les femmes sont effectivement... il y a un rapport il y a une soif de reconnaissance et de connaissance. Voilà. Et il a une profonde admiration pour la liberté qu'ont les femmes. Et c'est effectivement dans ses premières chansons, toutes les chansons parlent de femmes adultères. Et il est beaucoup dans l'admiration de ça, de se dire, voilà, c'est pas des poupées. Et je pense que la période finalement qu'il a le plus dégoûté de lui-même, c'est quand il était cette espèce de marionnettiste qui faisait chanter des minettes qui comprenaient rien à ce qu'elle chantait. Alors bon, avec France Gall, c'est un peu extrême parce que c'est vrai que les sucettes et tout ça, ça paraît un peu dégueulasse aujourd'hui. C'est vrai qu'il se venge de ce qu'on lui, ce que le marché du disque lui demande de faire sur le texte. D'une certaine manière, peut-être qu'il est sincère aussi quand il fait ça. Peut-être qu'il se dit finalement, tout le monde sait, enfin c'est des sous-entendus, mais tout le monde les comprend. Il n'y a pas non plus. D'ailleurs, moi, France Gall, je l'ai interviewé une fois là-dessus et elle disait quand on lui posait la question, parce qu'officiellement elle disait oh là là, j'étais une oie blanche, j'ai pas compris. En fait, elle disait non, mais évidemment que je savais très bien, mais il fallait pas que je le dise parce que mes parents ne savaient pas que je savais. Voilà. Il y a quelque chose qui est intéressant dans ce que tu disais, Christophe, c'est qu'évidemment dans les années 80, il a à la fois ce personnage, donc voilà, bukowskien, gros dégueulasse de réserve, et il franchit des limites qui semblent aujourd'hui hallucinantes, et en même temps, tout le monde comprend que c'est un personnage. C'est-à-dire que il y a un personnage Gainsbourg qui ne fait que recouvrir ce qu'est Gainsbourg réellement. C'est contrebalancé par le fait qu'effectivement, il donne des interviews, et il en donne beaucoup. Au milieu des années 80, il y a quasiment, enfin, je me souviens par exemple, il y avait une couve d'Actuel où il dit mon zizi est partout, mais ma tête est dans l'Actuel. Mais il donne des interviews qui sont passionnantes, qui sont sublimes. L'interview avec Bayon dans Libération, où il fait une interview post-mortem, enfin, mais surtout avec des interviews qui sont d'une érudition, d'un génie, d'une réflexion intellectuelle et théorique sur ce qu'est la musique. On reparlait précédemment de l'engueulot avec Guy Béard, où il lui dit mais la musique est un art mineur, ce qui est une position incroyable. Enfin, c'est un des moments forts, quoi, de la télé des années 80. Et que ce personnage était contradictoire, mais il n'était pas contradictoire. Il y a une couche surexposée d'un personnage Gainsbourg. Sous Gainsbourg, il y a Gainsbourg. Et voilà, d'autant plus qu'à l'époque, il écrit probablement les plus belles chansons qu'il a écrites pour Jane Birkin. Oui. C'est à la même époque où il est le Gainsbourg un peu dégueulasse et tout ça, qu'il écrit Amour des femmes, qu'il écrit toutes ces chansons-là, qui sont magnifiques, qui sont en plus des chansons de rupture, d'une rupture qui dure, dont il est inconsolé, comme dit Catherine Deneuve. Et donc, il y a vraiment ces plusieurs couches en même temps, et probablement parce que, d'une certaine manière, il sait que ça va pas durer longtemps, qu'il sait bien qu'il connaît son physique, sa santé, son corps en train de lâcher. Et il sait qu'il faut qu'il fasse plusieurs choses à la fois. Donc, il fait des concerts un peu vulgaires au Zénith où il y a le petit Lulu qui vient. Enfin, c'est abominable. L'émission avec Jean-Pierre Foucault, il y a les gamins qui viennent habillés en Gainsbourg. C'est obscène. Oui, mais au même moment, il fait par exemple une émission qui est horrible, qui était Le Jeu de la Vérité, avec Patrick Sabatier. Voilà. Et au Jeu de la Vérité, il demande pour la deuxième fois, il l'avait fait une première fois en 74, je crois, pour un show d'été d'Europe 1. Il demande qu'on lui donne un piano, et seul au piano, il refait pour la deuxième fois, donc à 10 ans d'écart, une reprise d'Aznavour, qui est, à mon sens, le morceau où il dit, c'est ce que disait Jean-Pierre Léaud dans La Maman et la putain de Jean Eustache, parler avec les mots des autres, quelle liberté. Je pense qu'il n'a jamais eu autant d'aveux sur ce qu'a été réellement son rapport à la femme qu'en reprenant Parce que de Aznavour.
Et que dans le texte de Aznavour, Gainsbourg devait être le pianiste, de Thierry Vasson, le pianiste de Truffaut. C'est Aznavour qui a eu le rôle finalement. Il y a une sorte de dualité très étrange qui a été assez peu creusée, qu'on devrait creuser un peu plus les uns les autres. Mais il y a dans le texte de Parce que, réellement, c'est-à-dire la blessure, l'inconsolé, c'est là qu'il est décrit. C'est celui qui est amoureux d'une fille toujours plus jeune, qui a la liberté et la très grande liberté, l'absolue cruauté de sa jeunesse, et qu'il est au seuil d'un amour dont il ne veut pas porter le deuil. Et c'est aussi à ce moment-là, justement, dans ces concerts assez vulgaires, comme on disait, en tout cas le concert au Casino de Paris, le concert au Zénith, où il glisse aussi des chansons qui sont d'une très très grande mélancolie. C'est là où il réinterprète la javanaise. Il fait cette chanson qui était écrite pour Catherine Deneuve, Dépression au-dessus du jardin. Et sur au Zénith, il y a cette version des Deux sous chics. Donc, il introduit toujours cette dose de mélancolie et aussi de désespoir et de fragilité. Parce qu'il y a quelque chose qu'on ne mesure pas vu d'aujourd'hui, encore moins vu d'aujourd'hui où Gainsbourg est devenu un mythe, c'est à quel point il a vécu une traversée du désert. C'est marrant parce que la pochette aux armes, etc., où il est dans le désert, c'est là où il sort du désert. Mais ça a duré 10 ans, quoi. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, Melody Nelson, tous ces albums-là, mis à part, effectivement, Je suis venu te dire que je m'en vais, qui était un petit tube, tout le reste a foiré. Ouais. Et quand il arrive en 79 avec ce disque-là, aux armes, etc., ce relifting, le reggae un peu bizarre, il lui reste finalement peu de temps, quoi. Et donc, il faut qu'il cumule tout ça. Il faut qu'il rattrape aussi. Il faut qu'il montre aux gens tout ce qu'il a fait. Parce que la jeunesse de 82, 83, 84, elle ne sait pas qu'il a écrit la javanaise 20 ans plus tôt. Elle ne sait pas tout ça. Et toutes ces chansons-là, il a besoin de les ramener un peu au goût du jour, de les montrer. Alors, les versions ne sont pas toujours terribles. Hein. C'est vrai que les versions des années 80 dans les concerts joués par des requins de studio ou par les musiciens jamaïcains. J'ai un faible pour ces versions-là. Oui, je sais que toi, t'as beaucoup ces versions-là. Il faut que je les réécoute parce que c'est des albums qui étaient honnis. C'est vrai que ces versions de piano synthétique, mais... Non, après, oui, sans doute. Mais bon, moi, c'est pareil. Sur les 2 derniers albums, j'ai beaucoup de mal à les écouter parce que je les ai connus à l'époque où ils sont sortis. Et Gainsbourg, pour ceux qui, à l'époque, connaissaient vraiment Gainsbourg, c'était quand même pas... c'était un peu un renoncement à tout ce qu'il avait été jusqu'ici. Vraiment un esthète, quelqu'un qui était allé chercher le meilleur avant tout le monde et qui là finalement essayé de coller à l'air du temps avec des trucs de funk, etc. Mais bon, c'est les Anglais les premiers. Moi, un souvenir intime de adolescent d'avoir croisé la route d'un chanteur indé qui est aujourd'hui anglais, Nick Curry, c'est un Momus, essayant de m'expliquer que j'étais français, que je ne connaissais pas Serge Gainsbourg et que c'était un génie. Pour moi, c'était irrecevable, et de voir des gens comme l'Australien Mick Harvey ou Marc Almond, arriver les uns après les autres en me disant, en nous faisant la leçon, en nous disant, mais vous avez chez vous, il y a un trésor caché, ça s'appelle Serge Gainsbourg. C'est vrai que c'était difficile de recoller les pièces du puzzle entre le Gainsbourg de la télé. Effectivement, moi, ma grande sœur me disait qu'il y avait des choses géniales, le Penseur des Lilas, c'était magnifique, L'homme à la tête de chou, mais c'est vrai que c'est Melody Nelson qui, je pense, et c'est le début des années 90, c'est aussi le moment où le rap se met à sampler, le rap non seulement français mais aussi anglo-saxon se met à sampler les arrangements de Melody Nelson ou de la période Vanier ou de la période Bardot. Et là, on se dit, ah oui, tiens, il y a une œuvre, il y a une œuvre gigantesque au-delà du personnage. Il y a eu aussi, tout bonnement, pour que c'était le cas pour énormément d'artistes des années 50, 60, 70, le CD qui a remis en lumière des albums qui n'étaient plus disponibles depuis très longtemps. On trouvait des compilations de Gainsbourg, je me souviens, il y avait un double vinyle Philips avec les meilleures chansons, etc. Mais on trouvait très peu de choses. Les albums étaient très chers. Mais Melody Nelson, c'est même encore aujourd'hui, on disait, c'est impossible à trouver. Une copie originale, c'est impossible à trouver même en sachant chercher. Du coup, je me souviens de ce premier cube, l'intégrale Gainsbourg, qui doit dater de je sais pas, 88, 89, là. Ouais, 88, premier cube CD. Ça a été une révélation pour tout le monde, ce truc-là. C'est-à-dire que tous les gens qui ont découvert, la génération énergie,
soit, il y a un Gainsbourg pour tout le monde. Il y avait énormément, de révélations dans ce disque-là, parce qu'on les connaissait pas forcément très bien. C'était un cube avec une dizaine de CD qui refaisait toute la trajectoire. C'était une intégrale à l'époque, alors évidemment où il n'y avait pas tous les inédits et tout ça qu'on découvrira après, mais qui étaient toutes les chansons enregistrées par Gainsbourg de son vivant, quoi. Et il y avait là, moi je me souviens très bien avoir économisé longtemps pour l'acheter, parce qu'à l'époque c'était un Graal à l'époque, parce que ça n'existait pas en vinyle en plus. Ça n'existait pas, et quand on l'avait, on écoutait ça. Après, alors forcément, ça se dégradait un peu vers la fin, mais il y avait quand même une révélation à tous les étages dans ce truc-là. Et on se replace maintenant avec le recul de 20 ans de plus, où là, effectivement, maintenant, Gainsbourg, on peut l'entendre partout, etc. Patrimoine national. Mais à l'époque, c'était pas vraiment le cas. Et c'est pour ça aussi que la télé, et que lui jouait ce jeu de la télé un peu dégueulasse, là, c'est parce que sinon, il n'aurait pas été invité. Il aurait été invité que dans des émissions chez Pivot à 23h, où il aurait été invité dans le Paradisson ou des gens comme ça. Mais pour aller chez Jean-Pierre Foucault, pour aller chez Drucker et tout ça, le jeu de la vérité de Sabatier, c'est-à-dire que 3 heures rien que sur lui, ça s'est créé. Et il jouait finalement il jouait le morceau il jouait Gainsbourg, il faisait de la provocation parce qu'il savait qu'il pouvait faire 7 minutes ou 10 minutes de chanson où là, il n'allait pas mentir. Et c'est ça qui est extraordinaire chez lui, c'est-à-dire qu'il vend la poupée Gainsbourg pendant un moment. Sur 3 heures, il fait 2h40 de poupée Gainsbourg, mais il y a un quart d'heure de réelle vérité, de ce qu'il est profondément lui-même. Et ça, il ne le donne, il le donne systématiquement. C'est-à-dire qu'il vient avec le personnage et il laisse entrevoir un tout petit peu de ce qu'il a toujours été. Il est hors de question qu'il vende le personnage totalement. Et c'est ce qui le rend aujourd'hui, c'est ce qui l'a protégé. Enfin, ce qui fait qu'il le protège pour la postérité, quoi. Eh bien, merci. Merci à tous les deux. C'était un épisode de Gainsbourg Icône, une série de podcasts de Vanity Fair consacrée à Serge Gainsbourg. Vous retrouverez les autres épisodes sur nos réseaux sociaux, notre site, nos newsletters et partout où l'on écoute des podcasts. N'hésitez pas à partager.